Le plus beau cadeau pour mon mariage, c'est que tu n'y sois pas. Tu n'es pas ma vraie mère. Tu es juste Martine. » Mon mari est resté silencieux. Alors j'ai fait exactement ça. Après avoir vendu la maison et annulé les frais du mariage, ce que j'ai laissé dans la cuisine vide les a tous choqués. « Bonjour, je m'appelle Martine Chevalier. J'ai 67 ans. Avant de commencer cette histoire, je vous demande gentiment de vous abonner à la chaîne, de laisser un like sur cette vidéo et de commenter d'où vous nous écoutez. Merci de votre soutien. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que n'importe quel cri. Des silences qui s'infiltrent dans les os, qui rongent l'âme lentement, année après année, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. J'ai vécu dans ce silence pendant 9 ans. 9 longues années où j'ai cru que l'amour pouvait se construire à force de patience, de douceur, de sacrifices invisibles. Je me trompais. Le printemps 2024 était lumineux à Lyon. Les cerisiers du vieux Lyon explosaient en fleurs blanches et roses. Les terrasses des cafés débordaient de rires et de conversations animées. La vie semblait légère, insouciante. Mais pour moi, ce printemps portait le poids d'une humiliation que je n'avais pas vue venir. Ce jour-là, nous étions attablés dans un restaurant élégant sur les quais du Saône. C'était un samedi d'avril, la lumière dorée de l'après-midi entrait par les larges fenêtres. Mon mari Philippe, 70 ans, costume gris impeccable et regard fuyant, était assis à ma droite. En face de nous, Élodie Roux, 28 ans, ma belle-fille, rayonnait dans une robe crème. À ses côtés, Julien, son fiancé, 30 ans, sourire commercial et montre coûteuse. Autour de la table, quelques amis proches du couple. Élodie parlait du mariage avec excitation. Elle gesticulait en évoquant les fleurs, le photographe, la décoration du château où se tiendrait la cérémonie en août. Je l'écoutais en silence, avec ce sourire poli que j'avais perfectionné au fil des années. Un sourire qui ne montrait rien de ce que je ressentais vraiment. J'ai toujours su qu'Élodie ne m'aimait pas. Dès le premier jour où Philippe me l'avait présentée, alors qu'elle avait 19 ans et moi 58, j'avais compris que je ne serais jamais rien d'autre qu'une étrangère dans sa vie, une intruse. Mais j'avais espéré. J'avais cru qu'avec le temps, avec de la patience, avec de l'amour donné sans rien attendre en retour, peut-être qu'elle finirait par me voir. Ce jour-là, dans ce restaurant baigné de lumière printanière, j'ai compris que cet espoir était une illusion. Élodie a levé sa coupe de vin blanc et a regardé autour de la table avec un sourire éclatant. Je voulais remercier tous ceux qui seront à mes côtés le jour le plus important de ma vie. Puis ses yeux se sont posés sur moi. Il y avait quelque chose de calculé dans ce regard. Sauf une personne, a-t-elle ajouté. Le silence s'est abattu sur la table. Les conversations se sont éteintes. Les fourchettes se sont immobilisées. Le plus beau cadeau pour mon mariage, c'est que tu n'y sois pas. Tu n'es pas ma vraie mère. Tu es juste Martine. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'eau calme. Des cercles concentriques de malaise se sont propagés autour de la table. J'ai senti mon cœur se serrer, mon souffle se bloquer. Mais je n'ai pas bougé. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement continué à sourire, ce sourire mécanique qui me protégeait du monde depuis si longtemps. Élodie n'en avait pas terminé. Elle a ri nerveusement. Franchement, ce serait bizarre de t'avoir là. Tu n'as jamais vraiment fait partie de la famille. Les amis ont échangé des regards embarrassés. Certains ont baissé les yeux. D'autres ont fait semblant de consulter leur téléphone. Personne n'a pris ma défense. Surtout pas Philippe. Mon mari est resté silencieux. Il a toussé légèrement, a porté son verre à ses lèvres et n'a rien dit. Rien. Pas un mot. Pas un geste. Pas même un regard dans ma direction. C'est à ce moment précis que quelque chose s'est brisé en moi. Pas avec fracas, mais avec une clarté terrifiante. Comme une vitre qui se fissure lentement sous la pression jusqu'à ce qu'elle éclate en 1000 morceaux silencieux. J'ai posé ma serviette sur la table avec des gestes lents et précis. J'ai pris mon sac à main en cuir beige, celui que ma mère m'avait offert avant de mourir. Je me suis levée sans précipitation. « D'accord, Élodie », ai-je dit d'une voix calme que je ne me connaissais pas. « Je comprends. » Et je suis partie. J'ai traversé le restaurant sans me retourner, ignorant les regards curieux,
ignorant le serveur qui me demandait si tout allait bien, ignorant même le soleil qui brillait dehors avec une insouciance cruelle. J'ai marché jusqu'à ma voiture garée le long du Saône. Je me suis assise au volant, j'ai posé mes mains sur le cuir tiède et j'ai respiré. Pour la première fois depuis 9 ans, j'ai vraiment respiré. Philippe ne m'a pas suivi. Il n'a même pas essayé. Les jours qui ont suivi ce déjeuner se sont écoulés dans un brouillard étrange. Je suis rentrée à la maison d'Écully, cette grande bâtisse que j'avais héritée de ma mère et dans laquelle Philippe s'était installé comme si elle lui avait toujours appartenu. Les pièces me semblaient différentes, plus vides, comme si les murs eux-mêmes avaient pris conscience de quelque chose que j'avais mis 9 ans à comprendre. Philippe est rentré tard ce soir-là. Je l'ai entendu monter l'escalier, hésiter devant la porte de notre chambre, puis finalement entrer. Il s'est assis au bord du lit sans me regarder. Élodie ne voulait pas dire ça comme ça, a-t-il murmuré dans l'obscurité. Sa voix manquait de conviction. J'ai gardé les yeux fixés sur le plafond. Alors comment voulait-elle le dire ? Ai-je demandé sans émotion. Il n'a pas répondu. Il s'est simplement allongé et, quelques minutes plus tard, son souffle s'est fait régulier. Il dormait. Moi, je ne dormais plus depuis des jours. Je restais allongé dans le noir, laissant défiler dans ma tête 9 années de petites humiliations que j'avais ignorées, excusées, justifiées. Les fêtes de famille où Élodie m'oubliait. Les conversations où elle parlait de sa mère comme si j'étais transparente. Les moments où Philippe prenait systématiquement son parti. Les regards méprisants, les silences lourds. Pendant 9 ans, j'avais cru que c'était normal, qu'il fallait du temps. Qu'elle finirait par m'accepter si je faisais suffisamment d'efforts. J'avais tort. Élodie ne voulait pas que je fasse partie de sa vie. Elle voulait simplement que je paie pour qu'elle puisse vivre la sienne. Le lendemain matin, j'ai attendu que Philippe parte au golf. Puis je me suis enfermée dans le bureau au premier étage. J'ai ouvert les tiroirs méthodiquement, sortant les chemises cartonnées une par une. Factures, relevés bancaires, contrats, reçus. Tout était là, soigneusement classé par année, par catégorie. J'ai commencé par l'année 2015, celle où j'avais épousé Philippe. Élodie venait de terminer le lycée et voulait faire des études de droit à Paris. Philippe était inquiet pour les finances. « C'est cher Paris », répétait-il. Alors j'avais proposé de payer l'appartement. 1 200 € par mois. Un petit studio dans le 6e arrondissement. Philippe m'avait embrassé sur la joue avec gratitude. Élodie n'avait même pas dit merci. Le loyer, je l'avais payé pendant 5 ans. 60 mois, 72 000 € au total. J'ai noté le chiffre dans un cahier neuf. Mon écriture était calme, appliquée, presque détachée. Puis les frais d'inscription à la faculté. 12 000 € par an pendant 5 ans. 60 000 €. Élodie disait qu'elle voulait être avocate. Elle n'avait jamais terminé ses études. Au bout de 3 ans, elle avait abandonné pour travailler dans une galerie d'art, mais l'argent était déjà parti. Le crédit de sa voiture. Une petite Peugeot d'occasion achetée en 2017. 15 000 € que j'avais avancés. Elle l'avait revendue 2 ans plus tard sans jamais me rembourser. Les vacances, Ibiza en 2018, Marrakech en 2019, Londres en 2020. À chaque fois, c'était juste un petit coup de main que Philippe me demandait. Et à chaque fois, je disais oui. Parce que je croyais que c'était comme ça qu'on construisait une famille. La carte de crédit. Philippe m'avait suggéré de lui en donner une pour les urgences. Les urgences s'étaient transformées en restaurant chic, en vêtements de marque, en week-end improvisés. 800 € par mois en moyenne. Pendant 9 ans. 86 400 €. Et puis, il y avait le mariage. Le maudit mariage qui devait avoir lieu dans 4 mois, en août 2024, dans un château somptueux. Le château coûtait 22 000 €. Le traiteur, 18 000. Le photographe, 4 000. La robe, 4 200. Les fleurs, 3 000. La musique, 2 500. Le total provisoire atteignait 53 000 €. Philippe m'avait présenté les devis avec une expression inquiète. « C'est beaucoup d'argent, mais c'est le mariage de ma fille. Je ne peux pas lui dire non. » J'avais compris ce qu'il voulait vraiment dire. Il ne pouvait pas payer, encore une fois,
J'avais donc sorti ma carte bancaire, j'avais versé des arts, j'avais signé des contrats, tout était à mon nom. Martine Chevalier, partout, mon nom, mon argent, mon sacrifice. J'ai passé toute la journée enfermée dans ce bureau, additionnant, vérifiant, recalculant. Les chiffres s'accumulaient sur le papier avec une précision implacable. À 18 heures, quand Philippe est rentré du golf, j'avais terminé. Le total était inscrit en bas de la dernière page du cahier, souligné 3 fois d'un trait rouge. 287 430 €. Philippe est monté me dire bonjour. Il m'a trouvée assise au bureau, le cahier ouvert devant moi. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-il demandé. Je n'ai pas levé les yeux vers lui. Ma voix était étrangement calme. Je calcule le prix de mon invisibilité. Il a froncé les sourcils. « Martine, qu'est-ce que tu racontes ?» Je lui ai tendu le cahier. Il l'a pris, a parcouru les pages, et son visage s'est vidé de ses couleurs. « Tu as tout noté ?» Il semblait presque offensé. « Tout. » Ai-je confirmé. Jusqu'au dernier centime. Il a refermé le cahier brusquement. « C'est ridicule. On est une famille. On ne compte pas dans une famille. » J'ai pris le cahier sans le quitter des yeux. « Tu as raison. On ne compte pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Personne n'a jamais compté ce que je donnais. Personne n'a jamais dit merci. Personne ne m'a jamais vu. » Philippe a reculé d'un pas. Élodie traverse une période difficile avec le mariage. Elle est stressée. Elle ne pensait pas ce qu'elle a dit. J'ai souri. Un sourire triste, fatigué. « Tu sais ce qui est drôle, Philippe ? C'est que tu le penses vraiment. Mais moi, je sais qu'elle l'a toujours pensé. Depuis le premier jour. » Il ne savait plus quoi dire. Il est resté là, cherchant ses mots, cherchant une excuse. Finalement, il a simplement murmuré « On en reparlera plus tard » et il est parti. Mais il n'y aurait pas de plus tard. Pas cette fois. Les jours suivants ont été étrangement paisibles. Philippe évitait le sujet, comme si ne pas en parler pouvait effacer ce qui s'était passé. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir, et quand nos regards se croisaient, il détournait rapidement les yeux. Il avait peur de ce qui grandissait en moi, de ce changement qu'il ne comprenait pas mais qu'il percevait comme une menace. Moi, je continuais ma vie avec une sérénité nouvelle. Je préparais le petit déjeuner, je jardinais, je lisais. Mais dans ma tête, un plan se dessinait avec une clarté cristalline. J'avais passé 9 ans à être celle qui arrangeait les choses, qui facilitait la vie des autres, qui payait pour que tout roule sans heurts. Il était temps que je réarrange les choses différemment. Le premier appel que j'ai passé était pour mon notaire, Maître Renaud, un homme austère que je connaissais depuis 30 ans. Je voudrais vendre la maison d'Écully, lui ai-je annoncé sans préambule. Il y a eu un silence surpris. Vous êtes sûre, Madame Chevalier, c'est votre héritage familial. J'ai regardé autour de moi. Justement, c'est mon héritage, pas celui de Philippe, ni celui d'Élodie. La maison valait 420 000 €. Elle était à mon nom seul. Nous étions mariés sous le régime de la séparation de biens, sur mon insistance. Une précaution que ma mère m'avait conseillée avant de mourir. « On ne sait jamais, ma chérie », m'avait-elle dit. Elle avait raison. Maître Renaud a mis la maison en vente discrètement. Un couple de médecins cherchait une propriété dans le quartier. L'affaire s'est conclue en 3 semaines. Philippe ne savait rien. Il vivait dans cette maison comme s'il en était propriétaire, sans jamais se poser de questions. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like. Merci. Pendant ce temps, j'ai commencé à annuler les contrats du mariage. Un par un. Méthodiquement. J'ai d'abord appelé le château. « Bonjour, c'est Madame Chevalier. Je souhaite annuler la réservation pour le 10 août. » La responsable a été surprise. « Vous comprenez que les arrêts ne sont pas remboursables ?» J'ai souri. Je comprends parfaitement. Puis le traiteur, puis le photographe, puis le fleuriste. Chaque appel était courtois, ferme, définitif. Je n'expliquais rien. C'était mon argent, mon nom sur les contrats, ma décision. Le plus délicat était la robe. Élodie l'avait commandée dans une boutique chic de Lyon, un modèle sur mesure. J'ai pris rendez-vous avec la vendeuse. Quand je suis arrivée, elle m'a accueillie avec un sourire commercial. « Madame Chevalier, la robe avance magnifiquement. » J'ai posé mon sac sur le comptoir. « Je viens annuler la commande.
Le sourire s'est figé. Mais c'est impossible. C'est une pièce unique. J'ai sorti le contrat. Vous voyez ce nom ici? C'est le mien. C'est moi qui paie. Et je souhaite annuler. Après une discussion tendue, elles ont accepté. J'ai perdu l'intégralité de l'acompte. 3 000 €. Une goutte d'eau pour moi. En sortant de la boutique, j'ai ressenti une légèreté étrange, comme si chaque annulation m'enlevait un poids invisible. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la reprise de contrôle, de ma vie, de mon argent, de ma dignité. Philippe a découvert ce qui se passait mi-juin. Le traiteur l'avait appelé directement, paniqué. « Votre femme a tout annulé, mais le mariage est dans 2 mois. » Philippe a fait irruption dans le salon où je lisais tranquillement. Son visage était écarlate, ses mains tremblaient. « Qu'est-ce que tu as fait ?» il criait presque. J'ai refermé mon livre calmement. J'ai fait exactement ce qu'Élodie m'a demandé. Je ne serai pas à son mariage, donc je ne le paie plus. Tu es devenue folle, c'est le mariage de ma fille. Je me suis levée lentement, le regardant droit dans les yeux. Bien sûr que je peux. C'est mon argent, Philippe. Mon argent que j'ai gagné, que j'ai hérité, que j'ai économisé. Pas le tien. Pas celui d'Élodie. Il s'est arrêté net. On est mariés. On est une famille. Sa voix s'était brisée. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Tu n'as pas bougé quand elle m'a humilié, Philippe. Tu n'as rien dit. Tu n'as même pas eu le courage de me regarder. Alors ne me parle pas de famille. Il a reculé. Je ne savais pas quoi dire. J'ai secoué la tête doucement. C'est ça le problème. Tu ne sais jamais quoi dire. Sauf quand il s'agit de me demander de l'argent. Le silence qui a suivi était lourd, chargé de 9 années de non-dits. Philippe a finalement murmuré « Et maintenant, qu'est-ce que je vais dire à Élodie ?» J'ai ramassé mon livre. Tu lui diras la vérité, que sa belle-mère invisible vient de devenir très visible. Il est sorti du salon. Je l'ai entendu s'enfermer dans son bureau et passer un coup de fil. Sa voix était basse, pressante, paniquée. Il appelait Élodie. Le soir même, mon téléphone a sonné. C'était Élodie. J'ai laissé sonner. Puis les messages sont arrivés. D'abord polis. « Martine, il faut qu'on parle. » Puis insistant. « Appelle-moi s'il te plaît. » Puis agressif. « Tu ne peux pas faire ça. » Et finalement, désespéré. « S'il te plaît. Je suis désolée. Je n'ai répondu à aucun. Les excuses qui viennent après la catastrophe ne sont pas des excuses. Ce sont des négociations. Et je n'avais plus rien à négocier. Cette nuit-là, Philippe n'est pas venu se coucher. Au matin, il avait les yeux rouges et le visage défait. « La maison est vendue », ai-je annoncé en buvant mon café. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. « Quoi ?» J'ai reposé ma tasse. « La maison. Je l'ai vendue. Les nouveaux propriétaires emménagent le 15 juillet. » Cette fois, il n'a pas crié. Il s'est simplement effondré sur une chaise, la tête entre les mains. « Où je vais aller ?» Sa voix était si petite, si perdue. J'ai ressenti une pointe de pitié, une toute petite pointe. Je ne sais pas, Philippe, ce n'est plus mon problème. Les semaines suivantes ont été surréalistes. Philippe vivait dans la maison comme un fantôme, silencieux, évitant mon regard, disparaissant des heures entières. Il cherchait un appartement, je suppose. Ou peut-être restait-il simplement assis dans sa voiture, essayant de comprendre comment sa vie s'était effondrée si rapidement. Je ne lui posais pas de questions. Élodie est venue à la maison une seule fois. C'était début juillet, un jeudi après-midi. La chaleur était écrasante. Elle est arrivée sans prévenir, sa voiture freinant brusquement dans l'allée. Je l'ai vue de la fenêtre. Elle portait une robe d'été légère, des lunettes de soleil qui cachaient probablement des yeux gonflés. Elle a hésité un long moment avant de sortir. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne sonne. Nous nous sommes regardés en silence. C'était la première fois depuis le restaurant. Elle avait maigri. Ses traits étaient tirés. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé d'une voix incertaine. J'ai reculé pour la laisser passer sans un mot. Nous nous sommes installés dans le salon. Elle s'est assise au bord du canapé, le dos raide, les mains crispées sur ses genoux. Le silence s'est étiré. C'est elle qui l'a brisé. Je suis venue m'excuser. Sa voix tremblait. J'ai attendu qu'elle continue. Ce que j'ai dit au restaurant. C'était horrible. Je ne le pensais pas vraiment.
J'ai observé son visage. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Tu le pensais. Ai-je dit calmement. Tu l'as toujours pensé. Elle a relevé la tête brusquement. Non, je veux dire. Oui, peut-être, au début, j'étais en colère. Mais après... Après quoi, Élodie? Ma voix était douce mais inflexible. Après 9 ans de distance? Après m'avoir systématiquement exclue? Après avoir accepté mon argent sans jamais dire merci? Après quoi exactement? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Les larmes ont commencé à couler. Elle a retiré ses lunettes, révélant des yeux rouges et gonflés. Je sais que j'ai été injuste. Je sais que tu as beaucoup fait pour moi. Mais le mariage... S'il te plaît, Martine, c'est le jour le plus important de ma vie. Je ne peux pas le faire sans. Elle s'est interrompue. Sans ton argent? Ai-je complété. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu penses. Je me suis levée, marchant vers la fenêtre. Le jardin était en fleurs. Tu sais ce qui est intéressant, Élodie? Pendant 9 ans, j'ai cru que si je t'aimais assez fort, si je donnais assez, tu finirais par me voir. Vraiment me voir. Mais comme quelqu'un qui t'aimait sincèrement. Je me suis retournée vers elle. Elle pleurait maintenant ouvertement. Et puis ce jour-là, au restaurant, tu as été honnête pour la première fois. Tu m'as dit exactement ce que tu pensais. Et tu sais quoi? Je t'en remercie, parce que tu m'as enfin ouvert les yeux. Je ne voulais pas te faire du mal, a-t-elle sangloté. Je sais. Ma voix s'est adoucie malgré moi. Mais tu l'as fait quand même, et ton père n'a rien dit. Il ne dit jamais rien. Élodie s'est levée, s'approchant de moi. S'il te plaît, dis-moi ce que je dois faire. Dis-moi comment réparer ça. J'ai secoué la tête doucement. Tu ne peux pas. Certaines choses, une fois dites, ne peuvent pas être réparées. Certaines blessures ne guérissent pas. Alors quoi? Tu vas juste partir, disparaître? Sa voix montait dans les aigus, mélange de panique et de colère. Oui, ai-je répondu simplement. C'est exactement ce que je vais faire. Tu voulais que je n'existe pas? Tu vas voir ce que ça coûte, mon absence. Le visage d'Élodie s'est durci. C'est mesquin, c'est cruel. Tu te venges. J'ai souri tristement. Non, Élodie, ce n'est pas de la vengeance, c'est de la survie. J'ai 67 ans. Je n'ai plus le temps de mendier de l'affection auprès de gens qui ne me voient pas. Elle a reculé. Et le mariage? Tu vas vraiment le laisser tomber? J'ai haussé les épaules. Ce n'est pas mon mariage, Élodie. C'est le tien. Trouve un moyen de le payer. Ou annule-le. Mais ne compte plus sur moi. Elle est restée immobile un long moment. Puis, elle a attrapé ses lunettes de soleil, les a remises et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Je ne te pardonnerai jamais ça. Sa voix était froide. Je sais, ai-je répondu. Mais au moins, maintenant, on est quitte. Elle est partie en claquant la porte. J'ai entendu sa voiture démarrer en trombe. Je suis retournée m'asseoir. Mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur. C'était de l'adrénaline. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendue. Philippe est rentré le soir même. Il est entré avec un air sombre et déterminé. « Il faut qu'on parle », a-t-il annoncé. Je lisais dans le salon. « Je t'écoute », ai-je dit sans lever les yeux. « Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas détruire le mariage de ma fille. » J'ai posé mon livre lentement. Égoïsme, c'est un mot intéressant. En quoi refuser de payer pour quelqu'un qui me méprise est égoïste? Elle s'est excusée. Sa voix montait. Après que j'ai annulé les paiements, pas avant. Ses excuses sont arrivées au moment exact où elle a réalisé qu'elle avait besoin de mon argent. Philippe a serré les poings. C'est ma fille, Martine, ma fille. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Et moi, qui suis-je pour toi, Philippe? Il a cligné des yeux. Tu es ma femme. J'ai secoué la tête. Non, je suis ton distributeur de billets. Mais je ne suis pas ta femme, pas vraiment. C'est faux, je t'aime, Martine. J'ai ri, un rire amer. Tu m'aimes? Alors pourquoi n'as-tu rien dit au restaurant? Pourquoi as-tu laissé ta fille m'humilier sans prononcer un seul mot? Il a pâli. Je ne savais pas comment réagir. J'ai ramassé mon livre. Il n'y a rien à arranger, Philippe. C'est terminé. Le mariage, la maison, nous, tout.
Le déménagement des nouveaux propriétaires était prévu pour le 15 juillet. Cela me laissait quelques jours pour organiser mon départ. J'avais déjà trouvé un petit appartement à Annecy, loin de Lyon, loin de cette vie qui m'avait épuisé. 2 pièces lumineuses avec vue sur le lac, un endroit où je pourrais enfin respirer. J'ai commencé à trier mes affaires méthodiquement. Les meubles resteraient avec la maison. Je ne gardais que l'essentiel. Mes livres, mes vêtements, quelques objets sentimentaux, le reste pouvait partir. Ce n'était que des choses, des poids morts qui m'attachaient à un passé que je voulais oublier. Philippe tournait autour de moi comme une âme en peine. Il avait trouvé un appartement meublé, un 2 pièces triste dans un immeuble moderne. Il emménagerait dans quelques jours. Parfois, je le surprenais en train de me regarder avec une expression douloureuse, cherchant les mots qui pourraient tout réparer. Mais il ne les trouvait jamais. Élodie n'était pas revenue. Elle m'envoyait des messages de temps en temps, oscillant entre la colère et la supplication. « Tu es cruel. S'il te plaît, réponds-moi. Je ne comprends pas. » Je les lisais sans répondre. Elle comprendrait un jour. Ou pas. Ce n'était plus mon problème. Le mariage était officiellement annulé. Julien avait mal pris toute cette histoire. Selon Philippe, il y avait eu des disputes. Élodie lui avait caché l'étendue de mes contributions financières. Quand la vérité avait éclaté, il s'était senti trompé. La relation battait de l'aile. 3 jours avant le déménagement, j'ai préparé ce qui allait devenir ma dernière communication avec eux. Je me suis installée dans la cuisine, la seule pièce qui resterait vide après mon départ. J'ai sorti une grande enveloppe Kraft, épaisse et rigide. À l'intérieur, j'ai rangé tous les documents que j'avais compilés. Les relevés bancaires, les factures, les contrats, les reçus. 9 ans de preuves. J'ai créé une feuille Excel récapitulative listant chaque dépense avec la date, le montant et la description. Le tableau faisait 3 pages. Au bas de la dernière page, en caractères gras, le total, 287 430 €. J'ai imprimé le tout et l'ai glissé dans l'enveloppe. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai rédigé un email destiné à tous les fournisseurs du mariage. Le ton était professionnel, courtois, définitif. Bonjour. À compter d'aujourd'hui, je ne finance plus aucun événement ni dépense concernant mademoiselle Élodie Roux. Merci de vous adresser directement aux personnes concernées. Cordialement, Martine Chevalier. J'ai envoyé l'email en copie à 15 destinataires. Puis j'ai rédigé un second email, destiné directement à Élodie. L'objet était simple. Le plus beau cadeau est fait. Dans le corps du message, j'ai écrit « Élodie, tu m'as demandé de ne pas venir à ton mariage parce que je ne suis pas ta vraie mère. Tu as raison, je ne le suis pas. Et j'ai enfin compris que je ne le serai jamais. Je t'ai aimé en silence pendant 9 ans. Je t'ai soutenu financièrement sans jamais rien demander en retour. Mais l'amour à sens unique finit toujours par s'épuiser. Le tien envers moi n'a jamais existé. Le mien envers toi vient de se terminer. Je te souhaite une belle vie, sans moi. J'ai relu l'email 3 fois avant de l'envoyer. Mon doigt a hésité. Puis j'ai appuyé. Le whoosh du message qui part a résonné dans le silence. C'était fait. Restait la dernière chose. J'ai pris une feuille de papier blanc. J'ai saisi mon stylo-plume, celui que ma mère m'avait offert, et j'ai écrit, de mon écriture la plus soignée. Je t'ai aimé en silence, financé dans l'ombre et humilié en public. Aujourd'hui, je pars propre. Tu voulais que je n'existe pas? Alors regarde ce que coûte mon absence. J'ai relu les mots plusieurs fois. Ils résumaient tout. 9 ans condensés en 3 phrases. J'ai plié la feuille délicatement et je l'ai glissée dans l'enveloppe, par-dessus tous les documents. J'ai laissé l'enveloppe au centre de la table de la cuisine. À côté, j'ai configuré mon ordinateur portable pour rester allumé et afficher l'email que je venais d'envoyer à Élodie. J'ai désactivé la mise en veille automatique. L'écran restait allumé, le message bien visible. J'ai préparé une dernière tasse de café que j'ai bu lentement, debout près de la fenêtre. Puis j'ai laissé la tasse vide sur la table, à côté de l'enveloppe et de l'ordinateur. Une nature morte. Une scène figée. Le dernier message d'une femme qui avait été invisible pendant trop longtemps. Philippe était absent ce jour-là. Élodie devait passer le lendemain matin. Mais je ne serais plus là.
J'avais déjà chargé ma voiture la veille au soir. Mes cartons étaient dans le coffre, mon nouveau bail signé, ma nouvelle vie qui m'attendait. J'ai fait un dernier tour de la maison vide. Les pièces résonnaient étrangement. Les murs gardaient les traces là où avaient été accrochés les tableaux. Cette maison avait été mon refuge, mon héritage. Et maintenant, elle n'était plus qu'une coquille vide. J'ai descendu l'escalier une dernière fois. J'ai ramassé mon sac à main et mes clés de voiture. J'ai jeté un dernier regard vers la cuisine où attendait l'enveloppe, l'ordinateur allumé et la tasse vide. J'ai ouvert la porte d'entrée. La lumière de juillet était éclatante. L'air sentait les roses. J'ai verrouillé la porte derrière moi. J'ai glissé les clés dans la boîte aux lettres. Puis je suis montée dans ma voiture. J'ai démarré le moteur. Et sans un regard en arrière, j'ai quitté Écully. J'ai quitté Philippe. J'ai quitté Élodie. J'ai quitté 9 ans de ma vie. La route vers Annecy m'a semblé étrangement courte. Le lac scintillait. Mon nouveau petit appartement sentait la peinture fraîche et les possibilités. J'ai posé mes cartons. Je suis allée sur le balcon. J'ai respiré l'air pur des montagnes. Et pour la première fois en 9 ans, j'ai souri. Un vrai sourire. J'étais libre. À Lyon, dans la maison vide d'Écully, Philippe est rentré vers 19 heures, le 12 juillet. Il a tout de suite senti que quelque chose avait changé. Le silence était différent, plus définitif. Il a appelé mon nom plusieurs fois en montant l'escalier, vérifiant les chambres une par une. Toutes vides. Mes affaires avaient disparu. Les placards ne contenaient plus que des cintres orphelins. Il est redescendu lentement, le cœur battant, une angoisse sourde lui serrant la poitrine. C'est dans la cuisine qu'il a vraiment compris que j'étais partie. La table était vide sauf 3 choses disposées avec soin. Une grosse enveloppe Kraft, un ordinateur portable dont l'écran brillait dans la pénombre et une tasse de café vide. Philippe s'est approché lentement. Sur l'enveloppe, un post-it jaune avec mon écriture « Puisque je ne suis personne, je vous rends tout ». Ses mains ont tremblé en déchirant le rabat de l'enveloppe. À l'intérieur, des dizaines de pages soigneusement organisées. La première feuille était manuscrite. Mon écriture élégante qu'il connaissait si bien. Il a lu les mots 1 fois, puis 2 fois. Je t'ai aimé en silence, financé dans l'ombre et humilié en public. Aujourd'hui, je pars propre. Tu voulais que je n'existe pas? Alors regarde ce que coûte mon absence. Il a posé la feuille sur la table et a sorti le reste du contenu. Relevé bancaire, facture, contrat, reçu. Page après page de preuves, d'argent dépensé, de sacrifices faits en silence. Et au fond de l'enveloppe, le tableau Excel. 3 pages de dépenses détaillées. Son regard est descendu jusqu'au total du bas de page. 287 430 €. Philippe s'est laissé tomber sur une chaise, le souffle coupé. Il savait que je payais certaines choses, mais pas à ce point. Pas cette somme astronomique. Il a feuilleté les documents, reconnaissant certaines factures, découvrant d'autres dépenses dont il n'avait jamais eu conscience. Le loyer d'Élodie pendant 5 ans, la faculté, les vacances, le crédit de la voiture, la carte bancaire, et bien sûr, le mariage. Il a regardé l'ordinateur. L'écran affichait un email envoyé à Élodie. Il a lu le message, et quelque chose s'est brisé en lui. Pas de la colère, juste une prise de conscience terrible et tardive. J'avais raison, surtout. Et lui n'avait rien vu. Il a essayé de m'appeler. Le téléphone a sonné dans le vide avant de basculer sur le répondeur. Il a laissé un message, la voix brisée. « Martine, s'il te plaît. Appelle-moi, je suis désolé. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que c'était inutile. Il a appelé Élodie. Elle a décroché à la 3e sonnerie. « Papa ?» Sa voix était tendue, inquiète. « Il faut que tu viennes à la maison », a-t-il dit simplement. Maintenant. Elle a perçu quelque chose dans son ton. « J'arrive. » Elle est arrivée 1 heure plus tard, accompagnée de Julien, qui avait l'air encore plus mal à l'aise qu'au restaurant. Ils ont trouvé Philippe assis à la table de la cuisine, l'enveloppe ouverte devant lui, les documents étalés comme les pièces d'un puzzle monstrueux. Élodie a regardé la scène sans comprendre. « Qu'est-ce qui se passe? Où est Martine ?» Philippe n'a pas répondu. Il a simplement poussé l'enveloppe vers elle.
Lis. Élodie s'est assise lentement, prenant la première feuille manuscrite. Son visage a pâli à mesure qu'elle lisait. Julien, debout derrière elle, lisait par-dessus son épaule. Quand elle a terminé, ses mains tremblaient. « C'est quoi tout ça ?» Sa voix était à peine audible. « C'est la facture », a répondu Philippe d'une voix éteinte. La facture de 9 ans d'indifférence. Élodie a commencé à feuilleter les documents. Page après page, la réalité lui explosait au visage. Le loyer qu'elle pensait payer par son père. La faculté qu'elle croyait financée par une bourse, les vacances, le mariage, tout, absolument tout venait de Martine. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré, les larmes commençant à couler. « Comment ça tu ne savais pas ?» a explosé Julien. Sa voix était dure. « Comment tu pouvais ne pas savoir qui payait ton loyer pendant 5 ans ?» Élodie a levé vers lui des yeux noyés de larmes. « Je pensais que c'était papa. »« Je n'ai jamais rien payé, » a coupé Philippe. « Jamais. C'était toujours Martine. Je la laissais faire. C'était plus facile. » Le silence qui a suivi était écrasant. Élodie regardait le tableau Excel, le total au bas de la page. Presque 300 000 €. Une somme inimaginable. « Elle m'a tout donné, » a murmuré Élodie. « Et moi je l'ai traitée comme... » Elle n'a pas pu finir sa phrase. Les sanglots l'ont submergée. Julien s'est écarté d'elle, le visage fermé. « Je ne peux pas croire que tu m'aies caché ça, que tu m'aies laissé croire que tu avais les moyens. » Il a secoué la tête. « Je ne sais même plus qui tu es. Julien, s'il te plaît. » Élodie a tendu la main vers lui, mais il a reculé. « Non, j'ai besoin de réfléchir, seul. » Et il est parti, laissant Élodie effondrée sur sa chaise, Philippe silencieux et la maison vide témoin de tout ce gâchis. Élodie a essayé de m'appeler, encore et encore. Le téléphone sonnait dans le vide. Elle a envoyé des dizaines de messages. « Je suis tellement désolée. S'il te plaît, réponds-moi. Je ne savais pas. Reviens. » Mais je ne répondais pas. Je ne répondrai plus jamais. Cette nuit-là, Élodie est restée avec Philippe dans son nouvel appartement. Ils ont parlé jusqu'à l'aube. Ou plutôt, ils ont essayé de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Philippe a fini par admettre ce qu'il avait toujours su. Je l'ai épousée pour son argent. Pas complètement, mais en partie. Ma retraite ne suffisait pas. Et elle était là, généreuse. C'était si facile de la laisser payer. Élodie l'a regardée avec une expression déchirée. « Et moi, tu m'as laissé la traiter comme ça pendant 9 ans. Tu n'as jamais pris sa défense. Jamais. » Philippe a baissé la tête. « Je ne voulais pas choisir. Les choses ne s'arrangent jamais toutes seules. Papa. » La voix d'Élodie était brisée. Et ni toi ni moi ne l'avons fait. Les jours suivants ont été un cauchemar pour Élodie et Philippe. Les nouveaux propriétaires ont emménagé comme prévu le 15 juillet et Philippe s'est retrouvé définitivement installé dans son appartement meublé. Élodie est retournée dans son appartement de Lyon, celui que je payais depuis des années et dont le loyer était maintenant entièrement à sa charge. Elle a rapidement réalisé qu'avec son salaire de la galerie d'art, elle pouvait à peine le couvrir. Julien a rompu leur fiançailles 3 jours après la découverte. Il lui a envoyé un long message expliquant qu'il ne pouvait pas construire une vie avec quelqu'un qui lui avait menti sur quelque chose d'aussi fondamental. « Ce n'est pas l'argent qui me dérange, c'est le mensonge. C'est le fait que tu ne savais même pas qui tu étais vraiment. » Élodie avait pleuré pendant des heures, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'il avait raison. Elle a dû annoncer à ses amis que le mariage était annulé. Les réactions ont été variées. Certains ont été compréhensifs. D'autres ont posé des questions indiscrètes. Une amie proche, Sophie, l'a invitée à déjeuner. Élodie a fini par tout lui raconter, les mots sortant dans un flot incontrôlable de honte et de regret. « Je ne me rendais pas compte », a-t-elle répété plusieurs fois. « Je pensais vraiment que c'était papa. » Sophie l'a regardée avec une expression difficile à déchiffrer. « Tu ne te rendais pas compte, vraiment ? Ou tu ne voulais pas te rendre compte ?» La question a frappé Élodie comme une gifle, parce que c'était vrai, elle avait choisi de ne pas voir. Chaque fois qu'un doute traversait son esprit, elle préférait ne pas creuser. C'était plus confortable de rester dans l'ignorance, plus facile de continuer à profiter sans se poser de questions. Elle s'est souvenue de moments précis,
Ce jour où elle avait trouvé un reçu de loyer avec le nom de Martine comme payeur. Elle l'avait jeté sans y penser. Cette fois où Martine lui avait demandé si l'appartement lui plaisait toujours, avec un sourire étrange. Élodie avait répondu par un haussement d'épaules indifférent. Ces innombrables fois où Martine avait essayé de créer un lien et où Élodie l'avait repoussé avec froideur. « Elle a essayé », a murmuré Élodie, les yeux dans le vide. Pendant 9 ans, elle a essayé. Et moi, je l'ai ignorée. Je l'ai méprisée. Je l'ai traitée comme si elle n'existait pas. Sophie a posé sa main sur la sienne. « Tu peux encore arranger les choses. Appelle-la, va la voir. » Mais Élodie savait que c'était inutile. Je ne répondais plus au téléphone. J'avais changé mon adresse e-mail. Mon profil sur les réseaux sociaux avait disparu. J'avais effectivement cessé d'exister dans leur vie. Philippe, de son côté, sombrait dans une dépression silencieuse. Il passait ses journées assis dans son appartement, regardant par la fenêtre sans vraiment voir. Ses amis du golf l'appelaient, mais il ne répondait plus. Il ressassait les 9 dernières années, tous les moments où il aurait pu agir différemment. Il se souvenait de ce dîner où Élodie avait ouvertement critiqué le plat que Martine avait préparé. « Ma mère faisait ça beaucoup mieux », avait-elle lâché avec dédain. Martine avait pâli, mais n'avait rien dit. Et lui, Philippe, avait changé de sujet sans défendre sa femme. Combien de fois avait-il fait ça? Il a essayé de me retrouver. Il a contacté mes anciennes collègues, mais elles ont toutes dit ne pas savoir où j'étais partie. Il a appelé mon notaire, qui lui a poliment expliqué qu'il ne pouvait rien divulguer. Il a même engagé un détective privé, qui lui a facturé 2 000 € pour finalement lui annoncer qu'il n'avait trouvé aucune trace de moi. J'avais disparu. Complètement. Volontairement. 1 mois après mon départ, en août, Élodie a dû déménager. Elle ne pouvait plus payer le loyer du 6e arrondissement. Elle a trouvé un studio minuscule dans la banlieue de Lyon. Le contraste était brutal. Elle, qui était habituée à un certain confort, se retrouvait dans 30 mètres carrés avec une kitchenette et une salle de bain exiguë. Elle a dû vendre sa voiture, prendre les transports en commun, faire attention à chaque dépense, cuisiner chez elle au lieu de sortir au restaurant, refuser les invitations de ses amis parce qu'elle n'avait plus les moyens. C'était la vraie vie. La vie sans le coussin financier invisible que je lui avais fourni pendant des années. Et c'était dur, incroyablement dur. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail dans le métro bondé, elle a croisé son reflet dans la vitre. Elle a vu une femme fatiguée, aux cheveux mal coiffés, aux vêtements froissés. Une femme ordinaire qui travaillait dur pour payer son loyer, sa nourriture, sa vie. Et elle a compris. Vraiment compris. Ce que ça signifiait de se débrouiller seule. Ce que Martine lui avait épargné pendant des années. Le stress, l'angoisse, l'humiliation de compter chaque euro, la peur de ne pas y arriver. Elle est rentrée dans son studio et a pleuré. Pas sur elle-même, pas sur son mariage annulé ou son confort perdu. Elle a pleuré sur tout ce qu'elle avait gaspillé, sur l'amour qu'elle avait rejeté, sur la femme qu'elle avait méprisée alors qu'elle aurait dû l'admirer. Philippe a fini par trouver un travail à temps partiel comme consultant. Ça ne payait pas beaucoup, mais ça occupait ses journées. Ses collègues le trouvaient étrangement silencieux, presque mélancolique. Lui qui avait toujours été sociable était devenu un homme effacé. Un jour, il a croisé dans la rue une femme qui ressemblait à Martine de dos. Son cœur a bondi. Il a couru pour la rattraper, posant sa main sur son épaule. « Martine ?» La femme s'est retournée. Ce n'était pas moi. C'était une inconnue qui l'a regardé avec surprise. Il s'est excusé, confus, mais l'incident l'a bouleversé. Il a réalisé à quel point je lui manquais. Pas mon argent, mais moi, ma présence calme, ma façon de lire le soir, mes petites attentions qu'il ne remarquait jamais, le café que je préparais chaque matin. Il avait perdu tout ça. Élodie a commencé à voir un thérapeute à l'automne 2024. Les séances étaient difficiles. La thérapeute la poussait à explorer ses sentiments profonds. Vous en voulez à Martine d'avoir pris la place de votre mère. Ce n'était pas une question, c'était une constatation. Les mots ont frappé Élodie comme des pierres. C'était vrai, elle avait projeté sur Martine toute la colère qu'elle ressentait encore après la mort de sa mère.
Et Martine avait tout encaissé, pendant 9 ans. Je veux la retrouver, a dit Élodie. Je veux m'excuser vraiment. La thérapeute a souri tristement. Parfois, les excuses arrivent trop tard. Parfois, il faut accepter qu'on a perdu quelque chose qu'on ne pourra jamais récupérer. Pendant ce temps, à Annecy, je commençais ma nouvelle vie. L'appartement était petit, mais parfait. 2 pièces lumineuses avec un balcon qui donnait sur le lac. Le matin, je me réveillais avec les montagnes pour horizon et le clapotis de l'eau comme musique de fond. C'était simple, c'était paisible, c'était à moi. J'ai passé les premières semaines à aménager mon espace. J'ai acheté quelques meubles simples mais de qualité. Un canapé confortable pour lire, une petite table, un lit douillet, des étagères pour mes livres. Je n'avais pas besoin de beaucoup. Après 9 ans dans une grande maison remplie de choses qui ne m'appartenaient pas vraiment, la simplicité était un luxe. J'ai découvert les marchés locaux, les petits cafés au bord du lac, les promenades le long de l'eau. Je me suis inscrite à un club de lecture qui se réunissait chaque mardi soir dans une librairie indépendante. J'ai pris des cours de dessin, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais que je n'avais jamais eu le courage de commencer. Les gens ici ne connaissaient rien de mon passé. Pour eux, j'étais simplement Martine, une femme de 67 ans qui avait décidé de s'installer à Annecy pour profiter de sa retraite. Personne ne posait de questions indiscrètes. J'étais libre d'être qui je voulais être, sans le poids des attentes ou des déceptions. J'ai noué quelques amitiés. Claire, une ancienne professeure de français à la retraite, était ma voisine de palier. Nous avons commencé à prendre le café ensemble le dimanche matin. Elle avait un rire communicatif et une philosophie de vie simple. Profiter de chaque instant sans se préoccuper de ce qu'on ne peut pas changer. Il y avait aussi Jean-Pierre, un veuf d'une 60aine d'années que j'ai rencontré au club de lecture. Il était doux, cultivé et respectueux de mes silences. Nous avons commencé à faire des balades ensemble autour du lac. Rien de romantique, juste de la compagnie agréable. Il ne m'a jamais demandé pourquoi une femme comme moi vivait seule à Annecy. Il acceptait simplement ma présence. Mon téléphone sonnait encore parfois. Philippe avait essayé de m'appeler pendant des semaines, puis les appels s'étaient espacés. Élodie aussi avait tenté de me joindre. Au début plusieurs fois par jour, puis de moins en moins. J'avais changé de numéro finalement, 3 mois après mon départ. C'était nécessaire pour vraiment tourner la page. Je ne les haïssais pas. Je n'éprouvais même plus de colère envers eux. C'était plus complexe que ça. J'avais de la peine pour Philippe, pour sa faiblesse. J'avais de la tristesse pour Élodie, pour cette jeune femme perdue qui ne savait pas comment gérer sa douleur autrement qu'en blessant les autres. Mais je ne voulais plus faire partie de leur vie. Je ne voulais plus être celle qui arrangeait les choses, qui payait les factures, qui se sacrifiait en silence. J'avais passé trop d'années à essayer de mériter l'amour de gens qui n'étaient pas capables de le donner. Maintenant, je voulais juste vivre. Pour moi. Un jour d'automne, alors que les feuilles commençaient à rougir autour du lac, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre manuscrite. L'écriture était celle d'Élodie. J'ai reconnu ses grands caractères ronds. J'ai tenu l'enveloppe dans mes mains pendant longtemps, me demandant si je devais l'ouvrir. Finalement, je l'ai fait. La lettre était longue, plusieurs pages. Élodie me racontait tout. Sa rupture avec Julien, son déménagement dans un studio, ses difficultés financières, sa thérapie et surtout ses regrets. Page après page, elle s'excusait, elle reconnaissait ses torts. Elle expliquait qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait détruit. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », avait-elle écrit vers la fin. « Je voulais juste que tu saches que je suis désolée. Vraiment, profondément désolée. Tu as été plus une mère pour moi que je ne l'ai été une fille pour toi. Et maintenant que tu n'es plus là, je réalise tout ce que j'ai perdu. Pas ton argent. Toi, ta présence, ta patience, ton amour que je n'ai jamais mérité. » J'ai lu la lettre 3 fois. J'ai pleuré un peu. Pas beaucoup. Juste assez pour libérer cette dernière tension. Puis j'ai replié soigneusement les pages et je les ai rangées dans un tiroir. Je ne répondrai pas. Pas maintenant, peut-être jamais, mais je gardais la lettre. Parce qu'elle représentait quelque chose d'important. La reconnaissance, même tardive. L'hiver est arrivé sur Annecy avec son lot de neige et de froid mordant.
Le lac gelait par endroits. Les montagnes étaient recouvertes d'un manteau blanc immaculé. J'ai acheté une grosse doudoune et des bottes fourrées. Je continuais mes promenades quotidiennes, emmitouflée, respirant l'air pur et glacé. Claire m'a invité à passer Noël chez elle avec sa famille. J'ai accepté, touchée. C'était étrange de célébrer les fêtes avec des gens qui n'étaient pas ma famille de sang, mais qui me traitaient avec plus de chaleur que ceux qu'il était. Son fils et sa belle-fille étaient charmants. Ses petits-enfants m'ont adopté comme une grand-mère supplémentaire. En regardant cette famille rire autour de la table, j'ai réalisé quelque chose d'important. La famille, ce n'est pas forcément le sang. Ce sont les gens qui vous choisissent et que vous choisissez. Les gens qui vous voient vraiment, qui vous respectent, qui vous aiment pour ce que vous êtes. J'avais passé 9 ans à essayer de faire partie d'une famille qui ne voulait pas de moi. Et maintenant, sans le chercher, je me retrouvais entourée de gens qui appréciaient ma compagnie. C'était ironique, mais c'était aussi libérateur. En janvier 2025, j'ai reçu une deuxième lettre d'Élodie, plus courte cette fois. Elle me donnait juste de ses nouvelles. Elle avait trouvé un meilleur emploi. Elle sortait progressivement de ses difficultés. Elle continuait sa thérapie. Elle apprenait à se débrouiller seule, à être responsable. Je ne sais pas si tu lis mes lettres, mais je continuerai à t'écrire de temps en temps, juste pour que tu saches que je pense à toi, que je te remercie pour tout, et que j'essaie de devenir une meilleure personne. Cette fois, j'ai décidé de répondre. Pas une longue lettre, juste quelques lignes. Élodie, j'ai reçu tes lettres. Je suis contente que tu ailles mieux. Continue à avancer. La vie est trop courte pour les regrets. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Martine. C'était tout ce que je pouvais donner. Pas du pardon, pas une réconciliation, juste une porte qui s'entr'ouvrait légèrement. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs années, nous pourrions nous revoir. Peut-être pas. Pour l'instant, je vivais ma vie, ma vraie vie. Celle que j'avais mise entre parenthèses pendant 9 ans. Et elle était belle. Le printemps 2025 a apporté avec lui un renouveau inattendu. Annecy se couvrait de fleurs, les terrasses des cafés se remplissaient de touristes, et l'air sentait bon le chocolat chaud et les croissants frais. J'avais trouvé un petit emploi à mi-temps dans une librairie du centre-ville. Ce n'était pas pour l'argent, c'était pour le plaisir d'être entouré de livres et de rencontrer des gens passionnés de lecture. La propriétaire de la librairie, Hélène, était une femme dans la cinquantaine, avec une énergie contagieuse. Elle organisait régulièrement des rencontres avec des auteurs, des clubs de lecture, des soirées thématiques. Travailler là-bas me donnait une structure et un but à mes journées. J'aimais recommander des livres aux clients, découvrir de nouveaux auteurs, participer aux discussions animées. Jean-Pierre et moi étions devenus très proches. Nos balades autour du lac étaient devenues un rituel hebdomadaire. Nous parlions de tout et de rien. De littérature, de politique, de nos vies passées. Il m'avait raconté comment il avait perdu sa femme d'un cancer 3 ans auparavant, comment il avait failli sombrer, comment il s'était reconstruit lentement. Un jour, alors que nous étions assis sur un banc face au lac, il m'a demandé « Pourquoi êtes-vous venue à Annecy, Martine ? Vous ne parlez jamais de votre passé. » J'ai regardé l'eau scintiller sous le soleil. J'ai pris une grande inspiration. Et je lui ai tout raconté. Philippe, Élodie, les 9 ans, l'humiliation, le départ, tout. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage exprimant tour à tour la surprise, la tristesse, l'incompréhension. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux un long moment. Puis il a simplement dit « Vous avez fait ce qu'il fallait faire. Personne ne devrait accepter d'être traité de cette façon. » Ces mots simples m'ont touché plus qu'un long discours, parce qu'ils venaient de quelqu'un qui ne me jugeait pas, qui ne cherchait pas à minimiser ce que j'avais vécu, qui reconnaissait simplement que j'avais eu raison de partir. À Lyon, Élodie continuait son chemin. Elle m'envoyait une lettre tous les 2 mois environ. Jamais envahissante, jamais dramatique, juste des nouvelles. Elle avait été promue à la galerie d'art. Elle avait déménagé dans un appartement légèrement plus grand. Elle sortait avec quelqu'un, prudemment, sans se précipiter. Elle allait mieux. Philippe, selon ce qu'elle me racontait, avait moins bien géré les choses. Il avait pris sa retraite complète et vivait seul dans son petit appartement. Il voyait peu de monde. Il avait vieilli prématurément, disait-elle. Ses cheveux avaient blanchi. Son dos s'était voûté.
Il portait le poids de ses erreurs comme un fardeau physique. Une partie de moi ressentait de la peine pour lui. Mais c'était une peine détachée, comme celle qu'on ressent pour un étranger qui a l'air malheureux. Ce n'était plus mon problème. Ce n'était plus ma responsabilité de le sauver, de l'aider, de le soutenir. Il devait apprendre à vivre avec les conséquences de ses choix. Un jour de mai, alors que je travaillais à la librairie, une femme est entrée. La cinquantaine, élégante, avec quelque chose de familier dans son allure. Elle a parcouru les rayons pendant un moment, puis s'est approchée du comptoir. « Bonjour, je cherche un livre pour offrir à quelqu'un qui vient de traverser une période difficile. » Nous avons discuté de différentes options. Elle avait un goût sûr en littérature. Finalement, elle a choisi un roman sur la résilience et la reconstruction. Au moment de payer, elle m'a regardé avec attention. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» J'étais au restaurant ce jour-là, à Lyon. Quand la jeune femme vous a dit ces mots terribles, mon sang s'est glacé. Je suis Valérie. J'étais avec mon mari. Nous étions amis du fiancé. J'ai été horrifiée par ce qui s'est passé. J'ai voulu dire quelque chose, mais je n'ai pas osé. Je le regrette. Je ne savais pas quoi répondre. Elle a continué. Je voulais vous dire que j'ai pensé à vous souvent depuis ce jour, que ce que vous avez enduré était injuste, et que j'espère que vous allez bien maintenant. J'ai senti mes yeux se mouiller légèrement. Je vais bien. Merci. Elle a souri, a pris son livre et est partie. Cet échange inattendu m'a bouleversée plus que je ne l'aurais cru. Savoir que quelqu'un, une étrangère, avait été témoin de mon humiliation et s'en souvenait encore, et surtout, se souciait assez pour chercher à me dire quelque chose de gentil. C'était étrangement réconfortant. Le soir même, j'en ai parlé à Claire autour d'un thé. Elle m'a écoutée avec son attention habituelle. « Tu vois, m'a-t-elle dit, les gens voient plus qu'on ne le croit. Même quand on pense être invisible, il y a toujours quelqu'un qui voit, qui comprend. » Nous avons parlé longtemps cette nuit-là, de la vie, des choix, des regrets. Claire m'a confié qu'elle aussi avait eu sa part d'épreuves. Un premier mariage raté, une fille avec qui elle ne se parlait plus depuis des années. « Mais tu sais quoi ?» a-t-elle dit. À un moment, on arrête de regarder en arrière, on se retourne vers l'avant et on avance, parce qu'on n'a pas d'autre choix. En juin, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, voyager seule. J'ai pris le train pour Florence. 5 jours dans cette ville magnifique, à me promener dans les musées, à manger des glaces sur les ponts, à me perdre dans les ruelles médiévales. C'était grisant. Être seule dans un pays étranger, sans personne à qui rendre des comptes, sans personne à satisfaire. Juste moi et mes envies. En rentrant à Annecy, je me sentais différente. Plus légère, plus forte, plus complète. J'avais prouvé quelque chose à moi-même, que je pouvais être heureuse seule, que ma valeur ne dépendait pas de ce que je donnais aux autres, mais de qui j'étais intrinsèquement. J'ai trouvé une nouvelle lettre d'Élodie en rentrant. Cette fois, elle me parlait de quelque chose d'important. Elle et Philippe voulaient m'en venir à Annecy. Pas pour me supplier de revenir, pas pour me demander quoi que ce soit. Juste pour me voir, pour parler, face à face. Une dernière fois. J'ai gardé la lettre sur ma table pendant 3 jours sans y répondre. Je ne savais pas ce que je voulais. Une partie de moi avait envie de refermer définitivement cette porte. Une autre partie se demandait ce qu'ils avaient à dire. Si cette rencontre pourrait apporter une forme de clôture. Finalement, j'ai décidé d'accepter. Pas par bonté d'âme, pas par pitié, mais parce que je sentais que j'avais besoin de ça pour vraiment tourner la page, pour leur montrer que j'allais bien, que j'avais survécu, que j'avais même prospéré sans eux. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un café au bord du lac, un endroit neutre où je me sentais en sécurité. C'était un samedi après-midi de juillet 2025. Le soleil brillait, les touristes se promenaient, les bateaux glissaient sur l'eau calme. J'étais arrivée en avance, installée à une table en terrasse, observant les montagnes au loin en sirotant un café. Je les ai vus arriver de loin. Philippe marchait lentement, le dos un peu courbé. Élodie était à ses côtés, le soutenant légèrement par le bras. Ils avaient tous les deux vieilli. Pas seulement physiquement. Il y avait quelque chose dans leur façon de se mouvoir, une lourdeur, une fatigue qui n'était pas là avant. Quand ils m'ont aperçu, ils ont hésité. Puis Élodie a levé la main timidement.
Je leur ai fait signe de venir. Ils se sont assis en face de moi, maladroits, ne sachant pas par où commencer. Le silence s'est installé. C'est moi qui ai parlé en premier. « Comment allez-vous » Philippe a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Élodie a pris sa main et a répondu « Nous survivons. » Papa a pris sa retraite. Je travaille toujours à la galerie. On se débrouille. J'ai hoché la tête. « C'est bien. » Nouveau silence. Puis Philippe a trouvé sa voix, tremblante. « Martine, nous voulions te dire. » Il s'est interrompu, les yeux brillants. Élodie a pris le relais. « Nous voulions te dire que nous sommes désolés, vraiment désolés, pas parce que tu es parti, pas parce qu'on a perdu ce que tu nous apportais, mais parce qu'on n'a pas su voir qui tu étais, parce qu'on t'a traité comme si tu ne comptais pas, alors que tu comptais énormément. » J'ai écouté en silence. Philippe a continué, la voix brisée. « J'ai été un lâche, un mari indigne. Je t'ai épousé pour de mauvaises raisons et je ne t'ai jamais défendu. J'ai laissé ma fille te maltraiter parce que c'était plus simple. Je te demande pardon. » Les larmes coulaient maintenant sur ses joues. Je ne l'avais jamais vue pleurer, pas en 9 ans de mariage. Élodie pleurait aussi, silencieusement. « Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes, mais je voulais que tu saches que j'ai compris. Trop tard, mais j'ai compris. Tu m'as aimée comme une mère et je t'ai traitée comme une étrangère. C'est impardonnable. » Je les ai regardés tous les deux. Ces 2 personnes qui avaient occupé tant de place dans ma vie. Ces 2 personnes pour qui j'avais tant donné. Ces 2 personnes qui m'avaient tant blessé. Et j'ai ressenti de la compassion, pas de l'amour, pas de l'envie de revenir en arrière. Juste de la compassion pour 2 êtres humains qui portèrent le poids de leurs erreurs. Je ne vais pas vous dire que tout est pardonné, ai-je commencé lentement. Ce serait un mensonge. Ce que vous m'avez fait m'a profondément blessé. Ça m'a pris des mois pour me reconstruire, pour réapprendre à me respecter, pour comprendre que je méritais mieux. Ils ont baissé la tête, acceptant mes mots. J'ai continué, mais je ne vouais pas non plus. La haine demande trop d'énergie, et je n'ai plus ni l'une ni l'autre à vous consacrer. Ce que je ressens maintenant, c'est de l'indifférence. Vous faites partie de mon passé. Un passé que j'ai accepté et dépassé. Philippe a levé les yeux vers moi, un mélange d'espoir et de désespoir dans le regard. Est-ce qu'on pourrait, peut-être un jour? Il ne savait pas comment finir sa phrase. Je l'ai fait pour lui. Recommencer? Non. Reprendre contact régulièrement? Non. Ce chapitre de ma vie est clos. Élodie a hoché la tête, essuyant ses larmes. Je comprends. C'est juste que j'aurais voulu te connaître vraiment. Te connaître comme la personne que tu es. Juste. Toi. J'ai souri tristement. Peut-être que dans une autre vie, nous aurions pu être amis, mais pas dans celle-ci. Trop de choses se sont passées. Nous avons parlé encore un peu. De choses superficielles, de ma nouvelle vie à Annecy, de leur quotidien à Lyon. C'était étrange, cette conversation polie entre des gens qui avaient partagé un toit, des repas, des années. Mais c'était nécessaire pour fermer la boucle, pour se dire au revoir proprement. Quand ils se sont levés pour partir, Élodie m'a demandé timidement « Est-ce que je peux t'embrasser ?» J'ai hésité. Puis j'ai hoché la tête. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur les joues. J'ai senti ses larmes mouiller ma peau. « Merci, pour tout, même si je ne l'ai jamais dit. » Philippe voulait faire de même, mais je lui ai tendu la main à la place. Nous nous sommes serrés la main, formellement, comme des étrangers. C'est ce que nous étions devenus, finalement. Je les ai regardés s'éloigner le long du lac, 2 silhouettes qui rapetissaient dans la lumière dorée. Je me suis demandé si je les reverrais un jour. Probablement pas. Et c'était correct ainsi. Je suis rentré chez moi à pied. Les canards nageaient paisiblement. Les enfants jouaient sur la plage. Les couples se promenaient main dans la main. La vie continuait. Dans mon appartement, j'ai préparé un thé. Je me suis installé sur le balcon avec un livre. Le lac scintillait sous les derniers rayons du soleil. Les montagnes prenaient des teintes roses et dorées. C'était beau. C'était paisible. C'était ma vie maintenant. Mon téléphone a vibré. Un message de Claire. « Dîner demain ? J'ai trouvé une nouvelle recette à essayer. » J'ai souri et répondu « Avec plaisir. J'apporte le vin. »
Plus tard dans la soirée, j'ai sorti mon journal. J'ai écrit longuement sur cette journée. À la fin, j'ai noté « Aujourd'hui, j'ai fait mes adieux à mon passé. Pas avec colère, pas avec amertume, avec acceptation. Et maintenant, je suis vraiment libre. » La nuit est tombée sur Annecy. Les lumières de la ville se sont allumées, se reflétant dans l'eau sombre du lac. J'ai fermé mon journal. Et je me suis couchée avec un sentiment de paix profonde. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec le soleil. J'ai préparé mon café, je me suis installée sur le balcon. Les montagnes étaient magnifiques dans la lumière du matin. Une nouvelle journée commençait. J'ai pensé à tout le chemin parcouru depuis ce déjeuner humiliant à Lyon. J'avais été brisée ce jour-là. Mais je m'étais reconstruite. Plus forte, plus sage, plus respectueuse de moi-même. Parfois, la vie nous force à faire des choix difficiles, à abandonner ce qui ne nous sert plus, à nous éloigner de ceux qui ne savent pas nous voir. Et c'est correct, c'est même nécessaire. J'ai pris une gorgée de café en regardant le lac scintiller. Une nouvelle journée, une nouvelle chance, une nouvelle vie, ma vie, enfin.